Alors, c'est un rapport qui est assez récent. Je vais zoomer encore un petit peu plus. C'est un rapport qui est assez récent, quand même septembre 2024. Et ce qui est super intéressant, c'est que là, on va vraiment avoir une photographie à l'instant T du marché crypto, mais plus spécifiquement du coup sur les stablecoins qui représentent, qu'on le veuille ou non, quand même une part significative de l'écosystème. Et si on a eu une évolution aussi importante et une croissance aussi importante depuis la création en fait des stablecoins, c'est justement grâce à ça. L'USDT, c'est le stablecoin le plus ancien, le plus vieux, celui qui a subi le plus de FUD plus possible et imaginable. Ça a été énorme et on sera amené à en parler. Mais néanmoins, ça a apporté quand même aussi la possibilité aux personnes qui étaient en crypto de pouvoir dérisquer leur position sans pour autant sortir de l'écosystème. Donc, ça a permis une liquidité beaucoup plus importante, une fluidité beaucoup plus importante dans la crypto. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les institutions, leur porte d'entrée, c'est aussi une grosse partie les stablecoins. Hein. L'USDC, bah, c'est Circle et c'est une filiale de Goldman Sachs. L'USDT, c'est le seul stablecoin aujourd'hui, l'un des gros stablecoins les plus connus qui est issu par une entreprise qui n'est pas une institution à proprement bancaire comme Goldman Sachs. On a également aussi le stablecoin de Binance, mais parmi les plus gros, en fait, on a l'USDT et l'USDC. Après le reste, vraiment, même si on prend le DAI, ça représente vraiment pas grand-chose en termes de part de marché par rapport au reste. Mais on voit que la vraie porte d'entrée aujourd'hui par les institutionnels, c'est les stablecoins. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'innovations RWA via des stablecoins qui sont apportés par les institutionnels. Donc, on sera amené à en parler dans tous les cas. Et c'est un rapport que je vais aller vite dessus. Je ne vais pas pouvoir tout vous montrer. Il y a plus de 31 pages. Pardon, pas 36, il y en a 31. Donc, je vais passer assez vite sur certains sujets. Et vous avez le rapport dans la description pour ceux que ça intéresse, évidemment. Donc, il faut savoir que toutes les informations qui sont remontées ici, c'est des informations qui sont issues principalement on-chain avec des boîtes comme Artemis, d'accord? C'est des outils d'analyse on-chain sur lesquels, en fait, on est capable d'avoir des informations concrètes et spécifiques sur les stablecoins, sur les cryptos de manière générale. Donc, ils vous donnent toutes les sources à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Là, premier graphique qu'on nous présente, c'est les volumes, d'accord? Les volumes spot sur le marché crypto. Alors, les volumes d'échange et puis les volumes sur les stablecoins, d'accord? Par rapport au volume d'échange sur des adresses d'envoi, parce que quand on fait des échanges crypto, ça peut être swapé du Bitcoin contre de l'Ether, etc. Mais parmi tous les échanges crypto, il y a aussi des échanges en fait avec les stablecoins. Et on voit quand même que depuis 2018, quand même, hein, avec Bullrun Udon, on a eu une augmentation énorme des volumes et des échanges avec les stablecoins, ce qui n'est pas pour rien parce que c'est de plus en plus utilisé et ça représente une part de plus en plus importante sur le marché crypto. Également, quand on commence à regarder les issueurs, en fait, c'est ceux qui vont émettre des stablecoins. Vous vous souvenez, je vous avais beaucoup parlé des risques de contrepartie quand vous importez des stablecoins sur d'autres plateformes qui n'émettent pas des stablecoins de manière native. Aujourd'hui, la plupart des stablecoins de manière native sont émis principalement sur Ethereum. Il y a des cas, des contre-exemples, mais principalement c'est sur Ethereum. L'USDT existe de manière native sur Ethereum. Il existe de manière native sur Ethereum avec de l'USDC. C'est pareil pour le DAI. C'est pareil pour, à l'époque, il y avait l'UST qui avait été lancé sur Ethereum et après ils ont migré, ils avaient créé leur propre blockchain. Et après, il y a eu tout le problème qu'on a connu avec Terra Luna. En fait, il faut savoir que la majorité aujourd'hui des stablecoins sont issus sur Ethereum, en tout cas là où il y a les plus grosses parts de marché. Et si vous décidez d'importer une crypto ou un stablecoin qui existe de manière native sur une blockchain, sur une autre blockchain, une autre layer 1, une autre layer 2, peu importe, vous êtes sur des actifs synthétiques avec des problématiques de centralisation, avec des problématiques de parité, notamment avec les bridges et tout ce qui s'ensuit. Je vous en ai beaucoup parlé. Donc, il y a des risques importants. C'est pour ça qu'en fait, quand vous regardez aujourd'hui la plupart des stablecoins qui sont issus sur le marché, on voit que la majorité, en fait, c'est de l'USDT. Si vous enlevez USDT et USDC, vous voyez, vous enlevez presque 95%, 95% des stablecoins qu'on retrouve sur le marché. Le reste, vraiment, ça représente que dalle. Un peu sur le bull run, on avait le BUSD avec Binance qui avait repris un peu des couleurs,
Là, après, il a été arrêté, le BUSD. Maintenant, on a le FDUSD de chez Binance, qui n'est pas représenté ici, parce qu'à mon avis, ça représente vraiment peanuts. Mais vous voyez que quand même, la grosse majorité des stablecoins, c'est USDC, USDT. Le reste, vraiment, ça représente pas grand-chose. Tether, malgré le fait que ce soit la crypto, ou en tout cas le stablecoin le plus utilisé, depuis sa création, au départ, en 2015, il avait 100% des parts de marché sur les stablecoins. Depuis 2018, il reste quand même, regardez, depuis 2018, ici, il a toujours une part importante et significative du marché crypto, mais il y a des nouveaux stablecoins qui prennent des parts de marché. Et on voit que on est quand même sur une tendance baissière sur l'USDT, sur le marché crypto, de par, je pense, les problématiques qu'on a eues aussi sur l'USDT. Mais malgré ça, ça reste le stablecoin le plus vieux. Mais il perd un peu de part de marché avec le FDUSD de chez Binance, le DAI qui s'est développé. Il y a eu certains stablecoins algorithmiques pour lesquels ça ne s'est pas forcément très bien terminé. L'USDC qui, lui, pour le coup, a pris pas mal d'ampleur. Et pour moi, ça va continuer. Je ne vois pas l'USDC garder 90-80% des parts de marché sur les stablecoins sur les 20 prochaines années. On verra. Mais je pense que c'est sain aussi qu'on ait de plus en plus de stablecoins et de plus en plus de concurrence sur ce marché qui en a vraiment, vraiment besoin. Et quand on voit les transactions sur lesquelles on a une validation des stablecoins, je vous avais parlé de l'émission des stablecoins et de l'intérêt d'être aussi sur des blockchains natives qui émettent ce genre de stablecoins, on voit que la majorité d'utilisation des stablecoins, ça reste aujourd'hui principalement sur Ethereum. Également aussi sur Tron, on vous en a aussi beaucoup parlé sur l'aspect DeFi, RWA. Sur Tron, il y a aussi pas mal d'utilisation de stablecoins. Et le reste, vous voyez, Binance Smart Chain, Arbitrum, Solana, etc., vraiment, ça représente peanuts par rapport aux deux aujourd'hui, Tron et Ethereum. Mais principalement Ethereum, si on a des volumes aussi importants et des échanges aussi importants de stablecoins sur Tron, il y a des raisons, d'accord? Il y a aussi beaucoup de wash trading. On vous en a beaucoup parlé avec Mickaël. On pourra même vous faire une session complète sur Tron, mais c'est un cas très spécifique, d'accord? Donc attention, attention. Attention là-dessus, mais ça vous donne quand même une vision assez claire et de pourquoi aussi je reste extrêmement positif sur l'Ether, parce que quand on comprend que l'Ether aujourd'hui est à l'initiative de presque 95%, même beaucoup plus, de toutes les innovations qu'on a dans la crypto, qu'aujourd'hui, si on a des transactions qui sont relativement lentes et chères, c'est parce que c'est un réseau qui est utilisé, sur lequel on a de l'adoption, on a de la demande. Et surtout parce que on est sur un protocole qui, quand il fait des mises à jour, c'est comme si vous faisiez des changements sur un avion qui est en plein vol. En fait, c'est extrêmement dur, c'est extrêmement compliqué, mais comprendre que la valeur fondamentale que vous avez sur un projet aussi, c'est aussi lié par rapport à son utilisation. Plus on va avoir un projet qui est utilisé et qui, en plus, a décidé d'avoir en avant au maximum une décentralisation, une résistance à la censure, forcément, vous allez mettre à mal un petit peu un autre pilier qui risque d'être la scalabilité. Vous avez le trilemme des blockchains, comme à chaque fois. Vitalik a déposé dernièrement une roadmap qui expliquait la suite logique de ce qu'il allait donner en fait pour Ethereum et de toute sa volonté d'avoir une scalabilité on-chain, d'accord, avec plus de 100 000 TPS et même beaucoup plus après avec le sharding, donc avec The Verge et The Purge. Vraiment, jetez-y un coup d'œil sur ces mises à jour. Et c'est pour ça que, en fait, il y a toujours, pour moi, une collusion en fait avec beaucoup de personnes qui comprennent pas forcément comment ça marche et qui se disent ouais, mais pourquoi j'irais sur Ethereum alors que, par exemple, sur Solana, ça coûte moins cher. Et je comprends quand on a un petit portefeuille, mais en fait, on ne va pas rechercher la même chose. Quand on va aller sur Solana, en fait, on s'en fout de la décentralisation, on s'en fout de la résistance à la censure. On va aller dessus parce qu'on veut aller faire du gambling sur les mêmes coins. Et c'est peut-être suffisant. Mais d'avoir une blockchain qui s'arrête sur les 2 dernières années de 2022-2023, c'est quand même une blockchain qui s'est arrêtée 11 fois. D'accord, 11 fois. Et ça, c'est des faits. Vous pouvez y jeter un coup d'œil. Quand vous avez des grosses sommes d'argent à investir, et surtout quand vous voulez les garder sur le long terme, en comprenant les risques de contrepartie, ce que je vous ai expliqué sur les stablecoins, vous allez payer un premium peut-être sur une blockchain qui est utilisée, qui est décentralisée, qui est résistante à la censure, etc. Tout comme ce que vous allez faire éventuellement sur Bitcoin aujourd'hui, comme ce qu'on a eu avec les ordinals, les BRC20, les inscriptions et tout ce qui s'ensuit. On a eu une augmentation énorme sur Bitcoin. Il y en a beaucoup qui sont restés, comme moi, en fait, sur Bitcoin parce qu'on a compris l'intérêt. Et ce n'est pas parce que les frais ont augmenté que ça change la valeur profonde en fait, de Bitcoin. Cette valeur de réserve de valeur, pour moi, elle est toujours présente. Mais ça dépend le curseur, où est-ce que vous allez le placer, ce que vous allez faire en fait de votre capital et du risque que vous avez envie de prendre.
Si vous allez sur la Binance Smart Chain, sur du Solana ou sur d'autres types de blockchain, oui, ça va être plus rapide, oui, ça va être moins cher, mais souvent, il va y avoir nettement moins d'utilisateurs que ce qu'on a sur Ethereum. Et en plus de ça, on est sur des blockchains qui ne sont pas résistantes à la censure, pas aussi résilientes qu'Ethereum, qui n'ont pas du tout le même écosystème et qui n'ont pas les mêmes, euh, les mêmes problématiques de risque. Donc, décentralisation, résistante à la censure, etc. Et ça dépend en fait vraiment de ce que vous voulez faire. Donc globalement, on voit que la grosse majorité aujourd'hui des transactions sur les stablecoins sont vraiment intégrées dans les blocs sur des layer 1 comme Tron et Ethereum. Et les autres, vraiment, aujourd'hui, ça représente peanuts par rapport à tout le reste. Par rapport, pareil, au nombre d'adresses actives mensuelles, on a quand même Tron qui est en majorité. Après, on retrouve Ethereum, on retrouve la Binance Smart Chain, on retrouve Solana. Pourquoi en fait? Parce que même si le nombre de stablecoins et la quantité de stablecoins qu'on retrouve ne sont pas sur ces autres blockchains, les transactions et le nombre de transactions qu'on va faire sur ces autres blockchains-là, donc comme Solana, Avalanche, etc., sont beaucoup plus importantes, justement parce qu'on est sur des transactions rapides et pas chères. Sur Ethereum, vous ne pouvez pas vous permettre de faire autant de transactions que sur Solana parce que vous allez vite le comprendre au niveau de votre portefeuille. En fait, c'est ça que ça veut dire. Donc voilà, pas forcément plus de nouveautés dessus que ça sur ce graphique, mais je pense que c'est important d'avoir des chiffres concrets. Et après, si on regarde l'évolution au fur et à mesure du temps, on voit quand même que sur toutes les autres blockchains, on est sur une évolution et une croissance très positive. Et Tron est toujours en première position là-dessus. Mais il y a des raisons par rapport à ça. Justin Sun y est énormément pour quelque chose. Avec le lancement de site, son USDD, je crois que si je ne me trompe pas, il y a eu pas mal de problématiques avec ce stablecoin, beaucoup de wash trading là-dessus, beaucoup d'échanges sur des faux wallets qui en fait étaient à la disposition en fait de Justin Sun. Donc voilà, il y a des raisons en fait pourquoi on a une augmentation aussi importante sur Tron des transactions sur les stablecoins. Mais on voit quand même que depuis le départ, on a une augmentation super importante sur tous les écosystèmes. Et c'est pour ça aussi que je vous dis que les stablecoins, ça joue un rôle super important dans la croissance de la crypto parce que ça apporte aussi énormément de fluidité. Si on regarde les transactions relatives on-chain par rapport au volume, par rapport en fait au layer 1 et au layer 2, on voit que depuis le départ, la grosse majorité de ce qu'on avait en 2016, vu que l'Ether, ça en était vraiment qu'au tout début, on avait une grosse majorité des transactions sur Bitcoin. Et d'ailleurs, les stablecoins, vous voyez, n'existaient pas, ou très très peu. 2016, 2017, 2018, vraiment, ça représentait que dalle. Et ensuite, quand on est arrivé sur 2019, 2020, 2021, 2022 jusqu'à 2024, les stablecoins ont pris de plus en plus de parts de marché. Tout comme Ethereum également aussi, sur 2017-2018, on a eu une dominance de l'Ether vis-à-vis du Bitcoin. La dominance de l'Ether vis-à-vis du Bitcoin n'a jamais été aussi importante que sur le cycle de 2017-2018. Il n'a jamais pu, pour l'instant, l'Ether récupérer le précédent plus haut qu'on avait eu sur le cycle de 2017-2018 exprimé en Ether. Par contre, sur le très long terme, et c'est là où les Bitcoin Maxi se trompent, quand ils expliquent que l'Ether n'arrête pas de perdre de la valeur vis-à-vis du Bitcoin, pour moi, il faut revenir aussi sur le mécanisme de base et lors de l'ICO aussi. Si on est rigoureux dans notre approche, il faut être capable de regarder depuis le départ et pas prendre juste la période de temps qui nous intéresse à nous. Au départ, quand l'Ether s'est lancé, un Ether, ça valait à peu près 30 centimes lorsque ça s'est listé, et le Bitcoin valait $200 lors de l'ICO. $200. À l'époque, si vous participiez à l'ICO sur l'Ether, vous pouviez avoir un Bitcoin, un $200, vous pouviez avoir à peu près 2000 Ethers. D'accord? Donc, regardez, un Bitcoin à $200, 2000 Ethers. Aujourd'hui, un Bitcoin, ça vous donne combien d'Ethers? Même si, oui, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que l'Ether perd un peu de sa valorisation. Globalement, quand même, depuis le départ, ce qu'on observe, depuis sa création et depuis le développement de l'Ether, c'est une crypto qui surperforme de très largement le Bitcoin en termes de performance. Mais forcément, il y a des périodes où il va sous-performer, puis il y a des périodes où il va très largement surperformer. Mais sur le très long terme, on est quand même sur un actif qui surperforme, mais tout comme le BNB. Le BNB, qu'on le veuille ou non, c'est un actif qui a surperformé le Bitcoin et l'Ether depuis sa création. À la hausse ou à la baisse, évidemment. Mais voilà, c'est important aussi des fois de remettre en perspective et pas de tomber dans le cadre maxi, parce qu'en fait, c'est de l'argent que vous laissez sur la table. Donc attention.
Pareil, il y en a beaucoup qui nous parlent aujourd'hui de stablecoin. On en voit qu'on en a pas mal qui se développent, des stablecoins sur de l'euro, sur du yuan, de la livre sterling, et cetera, même sur de l'or, hein, des stablecoins adossés à l'or avec l'RWA. Regardez quand même la répartition, 98,97 des stablecoins aujourd'hui sont adossés au dollar. Il y en a 0,62 qui sont adossés à l'or, 0,38 sur l'euro et 0,04 sur le reste. C'est pour ça qu'on vous dit, en fait, c'est tellement négligeable tout le reste. Aujourd'hui, la majorité des cryptos que vous retrouvez en stablecoin, c'est des stablecoins qui sont adossés en fait au dollar. Donc, aller sur d'autres cryptos qui sont adossés à l'or, pourquoi pas, en guise de diversification, pour tester, pourquoi pas. Et pour moi, c'est pas une stratégie de fonds de portefeuille parce que je suis convaincu que c'est pas des, des approches qui ont vraiment été testées par le marché sur lesquelles aujourd'hui on a suffisamment de recul. Après, si c'est pour mettre des petites sommes, pourquoi pas, mais si c'est en fait comme aujourd'hui, si vous croyez vraiment purement et simplement au Bitcoin, vous dites OK, j'investis sur du Bitcoin, je laisse des grosses sommes d'argent, par exemple sur 20 ans, vous pouvez être serein parce que vous êtes conscient de son historique, vous êtes conscient de sa résilience, vous êtes conscient de toute l'histoire, la communauté et tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Sur des alternatives comme ça, si vous êtes sur des grosses sommes, est-ce que vous êtes suffisamment à l'aise à laisser des grosses sommes d'argent sur des stablecoins en euros, sur l'or ou sur d'autres cryptos? Je suis convaincu que ça sera amené à se développer et qu'il y aura des parts de marché qui seront prises par d'autres types de stablecoins que ce qu'on a aujourd'hui sur le dollar. Et je pense qu'il y a un besoin aussi de concurrence là-dessus. Mais à l'heure actuelle, ça représente vraiment rien. Et si vous avez besoin de vous protéger et de vous sécuriser, vraiment restez sur des cryptos qui sont adossés au dollar et pas au reste aujourd'hui. Ça reste vraiment ultra, ultra anecdotique. Et c'est pas parce qu'une crypto, ça fait 1 an ou 2 ans qui a fonctionné qu'elle va continuer de le faire. C'est très, très rare les stablecoins pour lesquels il y a eu zéro problème. Et celui le plus vieux aujourd'hui, ça reste l'USDT, qu'on le veuille ou non. Pareil, quand on commence à regarder les parts sur l'économie globale par rapport aux différentes monnaies fiat, devises fiat, bah, on voit que le dollar, en fait, l'emporte de partout, que ce soit sur les paiements internationaux, que ce soit sur les prêts internationaux, sur les dettes internationales, les échanges de réserves étrangères, les échanges de devises également aussi étrangères. En fait, on a des parts de marché sur de l'euro, du yen ou le renminbi chinois. Mais globalement, en fait, c'est toujours la grosse majorité, c'est le dollar américain. Bah, c'est pas pour rien. Et en stablecoin, regardez, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis que si on a en fait une part aussi importante en stablecoin, c'est de par toutes les raisons qu'on voit ici en fait. C'est la devise la plus utilisée dans le monde, le dollar. Donc c'est là où on va récupérer le plus de parts de marché et c'est là où on a aussi un certain historique dans la crypto. Donc attention de ne pas partir sur des cryptos trop récentes non plus. Et après, ça, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est quand on demande aux gens, il y a eu une étude qui a été faite là-dessus, quand on demande aux gens pourquoi en fait vous utilisez les stablecoins aujourd'hui, quel est l'objectif principal quand vous décidez d'utiliser du stablecoin? Il y en a quand même une bonne partie qui ont décidé de trader en fait de la crypto ou des NFT à l'époque. Aujourd'hui, les NFT, bon, faut pas trop en parler parce que c'est quand même assez dans le bas. On n'a pas encore eu une reprise de couleur sur les NFT, mais pour moi, c'est qu'une question de temps avant que ce bull run reparte et que l'aspect GameFi aussi permette aussi de remettre en avant l'aspect NFT et pas que les PFP, hein, pas que les vieilles photos de profil qui servaient à rien. Mais en tout cas, voilà, il y en a aussi en grande partie en fait qui l'utilisaient pour faire des trades, une meilleure liquidité sur les fonds et puis avoir des échanges avec les NFT. Sauvegarder de l'argent en dollars, parce qu'il ne faut pas le croire non plus, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont en crypto qui n'ont pas accès au dollar. Vous, en Europe, en France, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez avoir des comptes multidevises sur TransferWise, même de partout, des comptes multidevises, il y en a. Vous pouvez investir sur des ETF exprimés en dollars. Enfin, vous pouvez vous exposer au dollar sans aucun problème. Il y a plein de pays pour lesquels ils ont des monnaies de singes, bien plus de singes que le dollar et que l'euro. Et donc, ils utilisent en fait les stablecoins simplement pour avoir une préservation de valeur bien plus importante que ce qu'ils ont avec leur devise locale, quoi. Donc ça, pour moi, c'est une part super importante aussi. Et ça représente plus de 45% du marché. Donc, c'est enfin, plus de 45% des personnes qui ont donné leur avis sur le sujet. C'est quand même super intéressant. Il y en a, c'est pour gagner du rendement, c'est pour convertir leur currency locale, donc leur devise locale, en dollars. Donc, pour moi, c'est un peu le même rôle que ce que j'ai expliqué précédemment. Il y en a aussi qui l'utilisent pour envoyer de l'argent de manière internationale. Et là, on voit aussi que c'est pareil, bon, beaucoup de pays en Afrique et ailleurs, il y en a beaucoup qui quittent leur pays pour aller dans d'autres endroits comme les États-Unis et ailleurs pour offrir peut-être un meilleur un meilleur avenir à leur famille. Et ils sont obligés de passer, à l'époque, ils étaient obligés de passer par des boîtes comme Western Union
qui les explosait en termes de frais. C'était énorme en termes de frais, c'est toujours le cas aujourd'hui et ça offre la possibilité, la crypto et les stablecoins, ça offre la possibilité à ces personnes-là déjà de s'exposer au dollar, de gagner du rendement, donc ils ont accès à la DeFi et plein d'autres choses et en plus de ça, bah, de pouvoir, envoyer de l'argent à leur, famille avec des frais qui sont, extrêmement faibles, avec une simplicité, telle qu'on ne l'a jamais, telle qu'on ne l'aura sans doute jamais, dans les banques, traditionnelles, en fait. Donc tout ça pour moi, c'est extrêmement positif et vous voyez, on est très loin de juste le scénario de base de dire: «Ça permet de se protéger en cas de baisse», quoi. Il y a plein, plein, plein de scénarios différents. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui utilisent les stablecoins pour se protéger, en fait, à la fois évidemment de la baisse, du marché crypto, ça c'est évident, mais également de se protéger des problématiques auxquelles ils sont confrontés dans leur pays et dans leur devise locale et dans tout ce qu'ils vivent, en fait, au quotidien et ça, la crypto apporte une énorme plus-value. Une autre enquête qui avait été effectuée, c'est parmi toutes ces différents pronostics et tous les différents scénarios qui sont présentés ici, lequel de ces différents scénarios vous l'avez utilisé au moins une fois? Vous avez fait ça au moins une fois? Par exemple, est-ce que vous avez converti votre devise locale directement en stablecoin? Il y en a eu presque 70 des personnes qui ont été interrogées qui ont déjà fait ça au moins une fois, qui ont déjà payé des biens ou des services en utilisant des stablecoins. Il y a presque 40 des personnes qui ont déjà acheté des produits ou des services en utilisant des stablecoins, qui ont déjà envoyé ou reçu de l'argent directement en stablecoin, qui ont utilisé des stablecoins directement pour leur business, qui ont reçu ou envoyé de l'argent pour payer des salaires en stablecoin. C'est énorme. En fait, on se rend compte que les stablecoins ont une utilisation bien plus vaste et bien plus importante que le simple fait de se protéger en cas de baisse. Mais ça, forcément, c'est pas immédiat et compréhensible pour beaucoup d'Européens parce que nous, souvent, on n'a pas été très touchés par ce genre de problématique. On fait partie des gens qui ont accès à un compte en banque, qui peuvent avoir accès à tout un tas de produits et services financiers, qui ont accès à une devise qui, certes, est très largement critiquable, et en l'occurrence l'euro, mais qui ne fait pas partie des devises les plus pourries de toutes celles qu'on connaît dans le monde aussi. Donc voilà, quand on compare l'euro au dollar zimbabwéen, bon, ça fait quand même réfléchir. Pareil, là, quand on commence à regarder un petit peu plus, ce qui est attendu, en fait, là où on se situe aujourd'hui au niveau des stablecoins et ce qui est attendu en termes d'utilisation des stablecoins, c'est extrêmement positif. En vert, c'est, l'augmentation, d'utilisation, en fait, qu'on a eu sur les stablecoins et on voit qu'on a quand même une grosse partie dans le vert, au Nigeria, en Inde, au Brésil, en Indonésie et en Turquie. D'ailleurs, à mon avis, c'est dans ces pays-là, qu'on a l'utilisation, que j'ai évoquée, précédemment, sur les stablecoins. Mais on voit que entre ce qu'on a eu cette année, on avait quand même eu une augmentation importante des stablecoins dans ces pays. Mais ce qui est attendu sur l'année d'après, c'est encore une augmentation de l'utilisation des stablecoins dans ces pays. Et si on a une utilisation des stablecoins dans ces pays, c'est aussi une porte d'entrée pour la crypto, pour rentrer sur du Bitcoin, pour rentrer sur de l'Ether, pour rentrer sur du Solana, peu importe en fait. C'est une porte d'entrée. Mais la porte d'entrée, c'est pas juste pour faire de la spéculation, pour uniquement gagner de l'argent. Il y en a dans beaucoup de pays, c'est une question de vie ou de mort en fait. C'est tiens, je vais pas en crypto, bah, en fait, je peux plus bouffer, je peux plus me nourrir parce que j'ai vraiment une monnaie de singe. C'est tellement corrompu, c'est tellement pourri ce que j'ai accès comme infrastructure que bah, je suis obligé en fait d'aller dessus et ça offre des perspectives qui sont juste énormes et gigantesques. Et là, pareil, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que sur cette étude, il donne le pourcentage du portefeuille, à quel est le pourcentage de notre portefeuille qu'on détient aujourd'hui en investissement sur les stablecoins, en fonction des pays et en fonction de l'allocation qu'on a dans notre portefeuille. Et on voit qu'il y a quand même 38% des personnes qui ont entre 1 et 10% de leur actif en stablecoin. C'est énorme. Quand on prend le cas du Brésil, c'est 49% de 49% des personnes interrogées, pas de la population, hein, parce qu'il faudrait voir l'échantillonnage qui a été fait, mais 49% des personnes interrogées qui détiennent entre 1 et 10% de leurs actifs en crypto. Je suis persuadé que si on avait fait ce même, cette même étude dans les pays qu'on dit entre guillemets développés, en France, aux États-Unis ou ailleurs, on serait beaucoup plus bas, hein. Pour moi, on ne serait pas du tout sur cette même répartition et je trouve ça énorme, en fait. Avec, du coup, certains pays qui sortent du lot, comme le Nigeria,
qui ont la plus forte affinité sur les stablecoins de par ce qu'ils vivent en fait directement dans leur pays. Mais on voit qu'il y a vraiment une réflexion de base qui est totalement différente entre les pays autres que les pays développés comme la France, l'Europe de manière générale, les États-Unis, le Canada et tout le reste, parce que la grosse majorité des gens en fait n'ont pas accès à ce que nous on a en crypto dans tous les cas. Et les stablecoins, c'est une superbe porte d'entrée. Et c'est d'ailleurs là où il y a des parts de marché énormes à aller chercher. Et pour moi, c'est là où on aura une vague d'adoption qui sera aussi super importante pour l'écosystème crypto. Un peu comme ce qu'on a connu avec Internet, en fait. Hein. La crypto fonctionne un peu comme si comme quand on a eu l'évolution en fait des voitures, bah, en fait, avant que les voitures puissent avancer correctement, bah, il fallait créer les routes, il fallait créer toutes les infrastructures. Une fois qu'on a eu les routes et les infrastructures, bah, en fait, avoir des voitures de plus en plus développées, il y avait aucun problème. Mais à l'époque, bah, entre choisir une voiture ou un cheval, quand on était sur des chemins qui ressemblaient vraiment à rien du tout, ah, c'était très critiquable en fait. Mais aujourd'hui, bon, bah, c'est évident. On peut aller bien plus vite avec une voiture parce qu'on a les infrastructures. La crypto, c'est pareil, mais avec Internet. Hein. Aujourd'hui, la crypto fonctionne grâce à Internet principalement. Et donc, c'est pour ça qu'on a une adoption un peu au même titre que ce qu'on a connu avec Internet, mais avec la crypto, c'est encore plus rapide. Parce que tout le monde a accès à un smartphone. La plupart des gens, même dans des pays où il y a presque rien, bah, ils ont quand même accès à Internet et à un smartphone. Parce que pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Ils sont obligés d'avoir ça pour pouvoir survivre dans tous les cas. Et avec un smartphone et Internet, on a accès à la crypto. Donc pour moi, ça, c'est super important. Et d'ailleurs, quand je vous ai parlé de l'USDT et de Tether, qui est le stablecoin aujourd'hui le plus utilisé, il y en a beaucoup qui expliquaient que bah, voilà, c'est leur stablecoin préféré. Et pourquoi? Pourquoi l'USDT, c'est leur stablecoin préféré et pourquoi ça reste encore la crypto-monnaie la plus utilisée dans le marché crypto? Alors, ils expliquent que bah, c'est la crypto-monnaie la plus utilisée. Voilà. Dans leur network et dans leur réseau, bah, c'est la crypto la plus utilisée en stablecoin. Donc, ils partent dessus. Il y en a qui disent qu'ils ont beaucoup plus confiance à l'USDT de par son historique que la plupart des autres stablecoins. C'est celle qui a la meilleure liquidité. Et c'est vrai que si vous avez l'USDT sur toutes les paires d'échanges, sur toutes les plateformes, vous pouvez l'utiliser sur à peu près tout. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est celle qui a le plus fort historique. Les gouvernements seront moins incités ou auront moins de chances d'interférer avec cette crypto. Ça, je suis moyennement d'accord quand même. Parce que ça reste une boîte, on va dire une boîte centralisée dans tous les cas. Il y a eu plein de problématiques avec l'USDT, avec tout un tas de procès également aussi. Ils ont eu énormément de casseroles avec ce qui s'est passé historiquement parlant. Mais jusqu'à présent, ils ont quand même réussi à montrer patte blanche et pour lequel ça a quand même très bien tenu. Et pendant très longtemps, et c'est peut-être encore le cas aujourd'hui pour certains d'entre vous, hein, qui ont des doutes sur la parité de 1 pour 1 entre l'USDT et le dollar. Hein. Je vous rappelle quand même qu'ils sont censés avoir, pour chaque USDT qu'ils vont émettre, un peu comme pour l'USDC, hein, avoir cet équivalent en dollars dans leur coffre. Ils ont publié la dernière fois leurs réserves. Ils ont plus de 88 000 bitcoins. Ils ont également aussi plus de 45 tonnes d'or et une centaine de milliards de dollars en bons du trésor américain. D'accord, c'est pas des dollars en fiat comme ce qu'on a en fait sur un compte courant qu'ils ont. Évidemment, c'est de l'argent qui est investi. C'est d'ailleurs de là aussi où proviennent leurs rendements. Ils émettent des stablecoins avec un certain pourcentage de rendement et c'est comme ça qu'ils se rémunèrent. C'est une boîte qui a une centaine de salariés, si je ne me trompe pas, et qui fait des milliards de profits par an. Enfin, c'est énorme. Le fonctionnement de Bitfinex pour l'USDT, c'est juste dingue. C'est rentable, mais à un point, je pense que vous imaginez absolument pas. Donc, en fait, ils garantissent leur stablecoin avec des actifs tangibles, donc du Bitcoin, de l'or, et puis des bons du trésor américain. Mais de dire, parce qu'on est sur de l'USDT et qu'il y a moins de chances que le gouvernement fasse des saisies, bon, j'y crois moyennement. Mais tout le reste, je suis plutôt d'accord. Et enfin, autre chose que je voulais vous montrer, les portefeuilles et les blockchains qui sont utilisés pour faire les transactions sur les stablecoins. Bon, bah, en premier, on retrouve l'Ether, ensuite la Binance Smart Chain, Solana, Tron, Polygon. Bon, ça ne nous intéresse pas. Après, Stellar, Arbitrum, etc. Mais en fait, la majorité, c'est les 3 blockchains que je vous ai montré également aussi avec Tron, hein, qui utilisent énormément ces blockchains. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous montrer aussi, qui m'a pas mal surpris, c'est quels sont les portefeuilles des blockchains analysés qu'on utilise le plus pour faire les transactions sur les stablecoins et qu'on utilise le plus pour faire les transactions en crypto. Alors là, vous voyez qu'on a les exchanges, donc Binance, on retrouve Binance, on retrouve le Trust Wallet, on retrouve MetaMask,
On retrouve Coinbase, on retrouve Crypto.com, le Phantom Wallet, évidemment pour tout ce qui est lié à Solana, SafePal, Electrum, Tronlink, Celo, etc., etc. Ledger, vraiment, ça représente que dalle. Vraiment, ça représente rien du tout avec les portefeuilles à froid, en fait, globalement. Parce qu'on peut mettre SafePal, je crois aussi qu'il y a un portefeuille à froid. Mais en fait, on se rend compte que la majorité, vraiment la majorité des utilisateurs aujourd'hui, n'utilisent pas des portefeuilles à froid, utilisent des exchanges et utilisent des hot wallets. Et ça, pour moi, ça m'a un peu choqué parce que je pensais qu'il y en avait quand même plus qui utilisaient des portefeuilles à froid. Et je ne sais pas si pour vous, c'était à ce niveau-là, mais vraiment, alors que ce soit Ledger ou autre, en fait, on s'en fout, hein. Mais je ne m'imaginais pas à ce que ce soit aussi bas, en fait. Je pensais vraiment que c'était beaucoup plus élevé. Et c'est pour ça que je remets des couches pour vous dire que le plus important, c'est ça, hein. Vous pouvez faire toute la belle gestion de risque que vous voulez. Si derrière, c'est comme une pyramide, hein, si derrière vraiment le socle et les piliers de votre pyramide qui reste en fait la sécurité de vos actifs numériques, si ça c'est pas sécurisé et protégé correctement, ça va poser des gros problèmes, quoi. Donc voilà, vous me direz un peu, je vais prendre les commentaires et vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Et moi vraiment, je n'imaginais pas que c'était à ce niveau-là. Donc après, il donne pas mal d'infos, hein, sur l'avenir des stablecoins, les innovations qui va arriver avec les RWA et tout ce qui s'ensuit. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Mais je trouvais ça intéressant en fait, les infographies qu'on a. Ça nous permet d'avoir un peu plus de recul sur ce qui se passe et on se rend compte quand même que les stablecoins, hein, je le redis, mais c'est vraiment une porte d'entrée super importante et l'un des vecteurs de croissance super important et vraiment significatif pour l'écosystème crypto. Et ça va continuer vraiment dans les prochaines années. Alors, je vais prendre quelques questions, je vais reboire un petit coup. Heu, Clem, tu penses quoi de Tangem? Alors ça, on va faire un tuto avec Mickaël sur YouTube. On en a commandé, simplement, on n'a pas encore eu le temps de le tester, mais on vous donnera notre avis. On va le tester, on va faire notre analyse dessus et on vous fera un retour d'expérience, sur le sujet. C'est l'un des portefeuilles les plus simples à utiliser. Après, c'est assez récent. Voilà, c'est un peu ça, un peu qui nous bloque, aujourd'hui, mais on vous fera un retour. On vous fera un retour, en live sur YouTube, sans problème. Heu Ouais, ça sert à rien de spammer le chat, les gars, hein. Je vois vos questions, hein, d'accord? Je suis tout seul. Soyez un peu indulgents. Voilà. Ne spammez pas, ça sert à rien. Et en plus, s'il y en a qui spamment trop, après moi je les banne, hein, donc ça serait pas le but, ça serait dommage. Voilà, puis exactement comme dit Nico, voilà, c'est toujours la politesse, voilà, il y en a beaucoup et je sais que c'est pas le cas souvent des personnes qui viennent, ils sont pas, tu vois, dans l'objectif d'être malpolis ni quoi que ce soit, mais en fait, ouais, on a l'impression que des fois, c'est en mode, tout m'est dû, tu sais, «Ouais, donne-moi ton avis sur ça et tu fais ci et tu fais ça, pourquoi tu réponds pas à mes questions?» Les gars, je donne de mon temps quand même gratuitement pour vous aussi, hein. Donc c'est important de le rappeler et je suis pas obligé de faire ça aujourd'hui. D'accord? Je le fais parce que ça me plaît, j'ai vraiment envie de contribuer, j'ai vraiment envie de vous aider à aller plus loin. Laissez le temps, voilà, prenez un peu de recul, et soyez indulgents. Ouais, comme tu dis, le TAMS, hein, l'USDT, sur Tron est beaucoup utilisé en Afrique et les frais sont faibles, exactement, exactement. Alors Bisca, sur la prise de profit post-bull run, quel ratio pourcentage conseillerais-tu? USDT, USDC? Est-ce que tu inclurais le BUSD? Alors le BUSD n'existe plus, maintenant c'est le FDUSD avec Binance, mais bon, on se comprend. Pour moi, à part s'il y a un gros hack majeur, on va partir du principe que ces stablecoins existent toujours, hein, et qu'il n'y ait pas de problème. Pour moi, il y aura une partie sur de l'USDT, une partie sur de l'USDC. Peut-être, tu vois, allez, 30% sur de l'USDT, 30% sur de l'USDC, peut-être 20% sur du DAI, parce qu'il y a eu des changements aussi avec le DAI, hein, maintenant avec le pur DAI et avec le rebranding de MakerDAO en Sky. Je ne sais pas si vous avez suivi tout ça. On avait fait tout un live complet avec Michael sur le sujet. Donc peut-être qu'on aura du pur DAI ou le stablecoin, le nouveau stablecoin de, je sais plus le nom en tête, mais de Sky, on verra. Mais 30% sur de l'USDT, 30% sur de l'USDC, peut-être 10-15% sur le stablecoin de Binance et puis le reste sur du DAI.
Zéro sur des stablecoins algorithmiques, vraiment, mais zéro. Et après, on verra. S'il y a des problématiques majeures là-dessus, s'il y a des gros soucis sur Binance à l'époque, enfin à ce moment-là, ou pareil aujourd'hui avec le Pure Dai, on verra en fonction de la liquidité et de tout ce qui se suit. On verra ce qu'on fera. Mais moi, c'est à peu près la disposition que j'aurai. Et puis pas non plus sur un seul et unique wallet. Peut-être que je le splitterai sur plusieurs wallets. Du coup, tu préconises de stocker principalement nos stablecoins sur Ethereum au lieu de d'autres blockchains. Ça dépend ce que tu veux faire. Si tu as 1000 balles en stablecoin, les stocker sur Ethereum, tu pourras rien faire avec et tu vas payer, je sais pas, rien que tu veux déposer des stablecoins dans des pools, tu vas payer, je sais pas, 50 balles pour le déposer, 50 balles pour le retirer aujourd'hui. Quand l'Ether sera plusieurs milliers d'euros, voire presque à son ATH, ça va te coûter bien plus cher. Donc en fait, il n'y a aucun intérêt à ce que tu fasses de la DeFi sur Ethereum avec un petit portefeuille. Avec un plus gros portefeuille sur Ethereum, ça prend son sens. Parce que même si tu payes 600 balles, si c'est pour investir des centaines de milliers, voire des millions d'euros, au final, tu t'en fous. Tu vois, ça représente rien. Tu récupéreras très largement ta mise. Tu vois. Mais sur un petit portefeuille, ça représente tout de suite des grosses sommes d'argent. Donc attention. Et après, tu as une dynamique qui est différente. Si tu veux faire du rendement avec un petit portefeuille, bah, tu n'auras à mon avis pas le choix que d'aller sur d'autres blockchains plus centralisées comme la Binance Smart Chain, comme peut-être Solana, j'en sais rien. Peu importe ce que tu voudras faire, en comprenant les risques qui sont liés avec ces cryptos-là et les stablecoins qui ne seront pas natifs sur ces blockchains, donc qui seront des actifs synthétiques. Mais après, pour moi, les plus-values, surtout si ça représente des sommes qui sont importantes pour toi, les plus-values, tu les stockes sur des blockchains natives. Tu ne veux pas laisser des plus-values sur des blockchains sur lesquels tu n'as pas ces actifs de manière native. D'accord. Tu auras des risques qui seront trop importants et tu as des risques de contrepartie et tout. C'est comme si vraiment tu mettais à risque l'intégralité de ce que tu avais. Si tu as un hack de bridge à ce moment-là, imagine, tu as bien investi, tu t'es formé, tu as fait tout ce qu'il faut, tu as récupéré des plus-values, nickel. Sauf que tes stablecoins, parce que tu voulais pas payer des frais sur la blockchain native, tu les as laissés sur une autre blockchain, peu importe, une layer 2 ou peu importe, et le principal bridge se fait hacker. Bah là, tu peux avoir la majorité de ton portefeuille qui tend vers zéro, y compris si c'est des stablecoins, parce que tu n'as plus aucune garantie derrière. Et donc là, ça fait chier. Là, ça fait chier parce que tu n'as pas voulu payer quelques centaines de dollars pour stocker toutes tes plus-values sur une blockchain native. Tu vois, c'est sûr que ça demande un petit peu d'argent. Et je pense qu'à un moment donné, tu vois, c'est peut-être le premium que tu seras amené à payer et qu'il faudra que tu payes pour sécuriser pour le mieux tes plus-values. Voilà. Mais après, ça dépend des montants que tu as investis, ça dépend de la gestion que tu veux faire, ça dépend de plein de choses. Et tu en as qui veulent rester sur des blockchains Layer 2 ou d'autres Layer 1 qui sont ultra centralisés, et ça peut marcher pour eux, il n'y a aucun problème. Moi, personnellement, aujourd'hui, ce n'est pas le risque que je veux prendre avec mon argent. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais il y a un intérêt vraiment de savoir comment faire tout ça. Hein. Vraiment, formez-vous, les gars. Hein. Il y a beaucoup d'opportunités que vous pourrez saisir, mais vraiment, formez-vous. Il y a vraiment un intérêt de saisir tout ça maintenant, parce que la plupart des gens, c'est ce qu'on voit hein, avec les graphiques que je vous ai montrés, hein, la plupart des gens aujourd'hui ne savent pas utiliser la crypto. Ils utilisent des portefeuilles à chaud, ils ne savent pas faire de la DeFi, ils font des rendements sur des plateformes centralisées, parce que c'est simple, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Le jour où il y aura plus ces barrières d'entrée, les rendements que vous avez ailleurs, vous les aurez plus. Donc, il y a un intérêt aujourd'hui à passer à travers cette barrière d'entrée, vraiment en vous formant, en faisant les choses correctement, pour après, par la suite, pour tirer votre épingle du jeu et saisir les opportunités tant qu'elles durent aujourd'hui. Il y a un moment donné où ça sera plus le cas. Hein. Les rendements qu'on a en crypto, en DeFi, dans 20 ans, on les aura plus comme ça. Hein. Ça sera plus du tout ce même genre de rendement. On sera sur des rendements type, comme ce qu'on a aujourd'hui en bourse, sur un MSCI World, un S&P 500 éventuellement, ou des ETF comme ça. Hein. Voilà, on sera sur du 8-9% annualisé et on considérera que ça sera très bien. Du 100% annualisé comme ce qu'on a sur le Bitcoin depuis sa création, évidemment que ce n'est pas tenable sur les 100 prochaines années, évidemment. Donc formez-vous. Voilà, vous avez tous les liens qu'il faut dans la barre d'infos, crypto investisseur et le programme d'accompagnement. Vraiment, jetez-y un coup d'œil. Vous avez les 2 liens dans la barre d'infos avec à chaque fois les vidéos explicatives et tout le descriptif de ce que vous retrouverez à l'intérieur. Je suis étonné qu'il y en ait autant sur l'euro, surtout comparé à l'or. Ouais, c'est 2 poids de mesure. Hein. Vraiment, l'or et l'euro, enfin, tu vois, on dit qu'il y en a beaucoup, mais l'euro, ça représentait 0,34% quoi, de tous les stablecoins. Donc vraiment, ça représentait que dalle. Quoi. Vraiment rien. Mais oui, par rapport à l'or, je suis d'accord. En fait, c'est moitié moins. Mais c'est très peu utilisé aujourd'hui. C'est très peu utilisé. Et pour moi, en fait, si tu veux investir dans l'or, c'est pareil. Si tu veux investir dans l'or, pourquoi tu le ferais via un stablecoin adossé à l'or?
à part si tu veux vraiment rester dans la crypto. Mais tu as autant, si tu comprends l'intérêt de l'or, tu comprends l'intérêt d'en stocker éventuellement chez toi. Si tu veux le mettre dans une gestion indicielle, bah, tu vas investir dans des ETF à réplication physique, dans une gestion indicielle. Mais tu n'as pas d'intérêt. Enfin, moi, aujourd'hui, je vois pas l'intérêt, à part peut-être vraiment dans une ultra diversification, investir sur des RWA appliqués sur l'or. Mais pour moi, ça ajoute un risque de contrepartie qui est énorme et il n'y a pas d'intérêt à l'heure actuelle.